Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy The Gathering. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Duel Commander. Donc là ça va être Yoshimaru contre Hidetsugu Hikairi. C'est une game qui est tirée donc d'un petit tournoi qu'on a fait à la boutique de Guy à Jeux à Salon de Provence. Donc à nouveau pour les remercier en lien, je mettrai leur adresse et leur lien Facebook, comme ça vous aurez les événements de la semaine qu'ils font. N'hésitez pas à aller faire un tour et leur faire un petit coucou. Donc avant de parler des mains, pas des mains parce qu'on n'aura pas les mains, ça venait d'un tournoi, par contre des cartes clés du match-up. Donc comment moi je dois aborder le match-up quand je suis telle personne ou telle autre personne. Je mets directement, là vous le voyez normalement affiché, le timecode de la vidéo. Comme ça vous pouvez directement aller, pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, à la game. Comme ça vous vous embêtez pas à, à écouter si ça vous intéresse pas. Allez, je vais passer donc aux présentations un peu des decks et de comment est-ce que moi j'aborderai le match-up si je suis un tel ou un tel. Donc alors, si je suis par exemple le joueur de Hidetsugu et que j'affronte un Yoshimaru, déjà plusieurs choses à dire histoire de présenter un peu les decks. Donc Hidetsugu, c'est un deck bleu-noir, donc un deck qui clairement évoque tout ce qui va être contrôle, contre, et on voit que le kill, ce qui permet aux joueurs de tuer, c'est clairement le commandant, parce que le commandant déjà c'est une 5-4 vol, donc déjà ça tue en 4 tours, ce qui est plutôt fort. Bon après par contre il est jouable pour 5, donc à contrebalancer. Donc clairement, il va vouloir temporiser les débuts de partie. Alors qu'est-ce qu'il dit Hidetsugu? Il dit que quand il arrive, on fait un effet brainstorm, c'est-à-dire qu'on va piocher 3, on va en mettre 2 au-dessus. Et quand il meurt, Hidetsugu, eh ben, on va regarder révéler la carte du dessus de la bibliothèque. L'adversaire, il va perdre autant de points de vie que le coût de la carte, et en plus, on peut la lancer gratuitement. Donc ça peut clairement être un énorme kill. On verra ça quand on présentera les cartes clés d'Hidetsugu. Côté Yoshimaru, ce coup-ci, ce n'est pas un Yoshimaru Boros comme on avait déjà vu. Ce sera un Yoshimaru Jeskai, donc avec du bleu et du rouge, en plus du blanc qu'ajoute Yoshimaru. Donc Yoshimaru, toujours pareil, c'est une 1-1 qui gonfle, qui prend un marqueur +1/+1 à chaque fois qu'un permanent légendaire, même si c'est un terrain, arrive sur le champ de bataille. Donc alors si je suis le joueur de Hidetsugu, à quoi je dois m'attendre de la part du Yoshimaru? Bah déjà, rien que de voir la CZ, ça veut dire qu'au T1, je sais que j'ai une bête à 1 certes au début, mais qui va grossir petit à petit. Donc déjà en termes d'aggro, c'est assez pénible. Je dois garder donc une main dans l'idée avec de la gestion. Mais quelles cartes sont vraiment pénibles dans Yoshimaru et surtout dans les couleurs de Yoshimaru? On pourrait commencer par Teferi Time Raveler par exemple. Alors certes, tous les Yoshimaru Jeskai, donc avec qui rajoutent du bleu en plus du rouge, ils vont pas tous jouer bleu. Ils vont peut-être juste jouer le contresort Mental Misstep qui se joue gratuitement et qui contre un sort qui coûte 1. Mais si je dois m'attendre à ce qu'il joue du bleu, au cas où je préfère être prêt à me dire au T3 je peux avoir un Teferi Time Raveler. Et le problème de Teferi Time Raveler, c'est que il contre le fait que je puisse, avec mon commandant, quand j'ai Hidetsugu sur la table, jouer gratuitement le sort du dessus de ma bibliothèque. Puisqu'il est joué du coup en éphémère, il doit être joué de suite. Et Teferi dit qu'on peut pas jouer en éphémère. Donc déjà c'est un permanent et surtout un planeswalker que j'aurais du mal à gérer et qui m'embête. Donc je dois faire attention au T3 quand même de Yoshimaru. Mais outre ça, il y a d'autres choses qui m'embêtent, hein, puisque de toute façon c'est un jeu aggro. On pourra aussi citer dans ces choses-là Voie de la Victoire, qui est une double peine, c'est-à-dire que ça pose une bête qui m'empêche de jouer pendant le tour adverse, et qui en plus est très aggro. Je trouve vraiment la carte elle est trop forte. Quand elle attaque, il y a 3 créatures qui attaquent. C'est n'importe quoi. Ce qui est pénible aussi, c'est par exemple une Talia, la petite Talia, qui fait que les sorts de créatures, enfin pardon, les sorts non créatures coûtent 1 de plus. C'est pénible quand j'ai quasiment que ça dans mon deck. On pourra aussi citer également Swift Reconfiguration, puisque ça neutralise complètement mon commandant. Ça en fait un véhicule, donc un artefact, c'est plus une créature, ça va être difficile à le sacrifier, ou alors à me débarrasser du Swift Reconfiguration. Donc c'est une carte aussi qui m'empale assez. Il faut vraiment que je reste contre up ou alors que je puisse sacrifier Hidetsugu très rapidement si je veux pas me taper un Swift Reconfiguration. Et sinon de manière générale,
comme Hidetsugu doit mourir, tous les sorts qui vont exiler comme Solitude, on aurait pu en trouver d'autres comme Sort to Pusher, vont m'embêter puisque du coup Hidetsugu ne meurt pas, à la place il est exilé, donc il fera pas son sort de mort. Très bien, on passe à la suite. Donc si j'étais par exemple le joueur de Yoshimaru, qui est donc un deck aggro, à quoi je dois m'attendre de la part du Hidetsugu? Bon là ça va aller assez vite, hein. Du côté d'Hidetsugu, tout ce qui est anti-bet, là je vous ai mis Fatal Push, on pourrait en citer plein d'autres, Dismember ou autre. Également, c'est tout ce qui est counterspell, donc tous les contres qui vont m'embêter, qui vont faire que tous les sorts que je vais lancer, ils ne vont pas passer. Donc j'ai intérêt à prendre le board extrêmement vite. Sinon, ce qui va aussi m'embêter, c'est quand la game avance et qu'Hidetsugu sera enfin sur le champ de bataille. Moi, je veux pas qu'Hidetsugu il puisse faire son trigger de mort. Je préférerais par exemple l'exiler, comme on a dit juste avant. Bon le problème c'est que lui, il a des sorts qui lui permettent de sacrifier en coup, dans le coup. Et donc je peux pas répondre à ça. C'est-à-dire que même si je vais essayer de le tuer, dans le coup, il va se sacrifier automatiquement. On pourra citer par exemple Flamboiement de Malice. Donc c'est la flare noire qui, je vous laisse la lire, en coup supplémentaire, on peut sacrifier une créature noire, donc Hidetsugu dans l'idée. Il y a aussi la flare bleue qui est là pas un anti-bet mais un contre, un simple contre. Autre chose qui m'embête, on a par exemple en land, parce que les lands, ça je gère pas beaucoup dans mes couleurs, et c'est pas le but de mon pack en plus, c'est le hide market, qui a dans son coup pareil un sacrifice de créature. Donc il suffit qu'il ait ce mana d'étape quand il y a Hidetsugu, et à tout moment il peut sacrifier son Hidetsugu, et il va là, dans ce cas-là, gagner un point de vie, et révéler la carte du dessus, et potentiellement m'empaler avec ce qu'il y a au-dessus. Il y a d'autres landes qui font ça, il y a je crois de mémoire l'Azotec Quarry, et il y a aussi la Tour Phyrexiane. Et donc pour vous en présenter un sort qui tue très très bien dans Hidetsugu, t'as Sorin Vengeance. Donc Sorin Vengeance, ça colle 10 de dégâts au joueur ciblé et on gagne 10. Donc déjà je perds 10 points de vie si je suis le joueur de Yoshimaru. Mais en plus, avec Hidetsugu, je perds 7 de plus parce que le sort il coûte 7. Donc autant dire que si j'ai fetch une ou deux fois, je suis mort. J'ai pris 17 dans le tour, c'est terminé. Ok, avec cette présentation je pense qu'on est bon, on est paré. On va pouvoir passer à la game numéro 1. Bonne game. Alors, dans la main du joueur de Yoshimaru, donc on voit un phénix, on voit un land, deux lands. J'ai cru voir un Gumble. Et dans la main du joueur d'Hidetsugu, on voit un prédestination. J'ai du mal à voir avec le reflet. Ok, donc c'est le joueur de Yoshimaru qui débute, donc on a un classique T1 Yoshi. Alors vous verrez, malheureusement on a eu les lumières qui se sont allumées au bout d'un moment, donc c'est pas la première game. Je sais pas pourquoi je les ai pas faites dans l'ordre. Mais c'est pas la première game du tournoi et au bout d'un moment les lumières se sont allumées et le problème c'est que du coup il y a eu pas mal de reflets côté Yoshimaru. Heureusement ça va, c'est plutôt côté des landes qu'on n'y verra pas grand chose. Mais normalement du côté des cartes actives on devrait tout voir. Donc alors on a réussi à tuer Yoshimaru au T1. Ça va bien ralentir du côté gauche. Et du coup à son tour il va faire un Gumble. Donc Gumble il va chercher la carte qu'il veut. Il la met dans sa main et ensuite il doit défausser d'une carte au hasard. Donc si ça se trouve, il te défaussera d'une carte qu'il voulait pas, ou même de la carte qu'il est allé chercher. Habituellement, c'est pas mal de faire ça sur un phénix, mais il l'a déjà en main. Je vous ai pas coupé ça, comme ça on voit un peu sa réflexion. Donc il s'est un peu arrêté sur la flare blanche. Sur solitude, ce qui est logique, il va chercher à exiler Detsugu, donc s'il prévoit sur le long terme, solitude c'est pas une mauvaise idée.
Après, peut-être qu'on est un peu tôt dans la partie pour aller chercher un exil et se dire que Hidetsugu il va sortir vite. Surtout depuis le ban de Messe Noire. Il a mis une mer des runes de côté. Mer des runes, ce serait pas mal. Hein. Ça empêche énormément d'anti-bet. Ça empêche pas les Vras, mais ça empêche pas mal d'anti-bet et c'est plutôt un bon pari. Je crois que c'est ce qu'il a pris, on va voir. Hein. En espérant que du coup il ne se défausse pas de la carte qu'il est allé chercher. Donc alors, ça lance au dé. Le 6, c'est un pyrogoyf. Bon, je pense pas qu'il soit allé chercher ça. Et ben voilà. Donc c'était bien une merde des runes. Je pense que c'est une très bonne idée. S'il détape avec, franchement, il sera bien. Je te conseille de partir de la salle. Alors, ça réfléchit côté Idetsugu. Alors, est-ce qu'on va faire le prédestination? Est-ce qu'on a un anti... Oui, on a un anti-bet pour la mer des runes. Ok, donc ça veut clairement dire que côté Idetsugu, on n'a pas de Vras, parce que sinon on aurait laissé la mer des runes, on aurait laissé le joueur de Yoshimaru poser plus de créatures, et les tuer toutes d'un coup. Allez, on met le Shockland côté Yoshimaru, on perd 2, pour qu'il arrive d'étape. Et là, il y a... Ah, très bonne créature célérité. Oh non, mais là, c'est franchement, il avait mer des runes avec la Elia. C'était quasiment game. Hein. La Elia, ça grossit trop vite, ça fait du card advantage. On colle 3 en exil, un fetch. D'ailleurs, il lui rappelle, c'est exilé. Et il passe le tour. Une petite frog. Très bonne carte. Hein. Contre aggro, vraiment très difficile d'aller la chercher. Hein. Surtout quand il a beaucoup de cartes en main. Puisqu'il peut se défausser 2 cartes pour la faire grossir, la frog. Ah, donc du côté de Yoshimaru, on voit qu'il a un flash, donc le phénix qu'on avait dit, et il a Screaming Nemesis. Et il va jouer la Screaming Nemesis. C'est pas bête, hein. La Screaming Nemesis, elle peut pas. Enfin, si elle est bloquée, elle va rediriger autant de dégâts qu'elle a subi à une cible. Donc la frog, elle pourra pas vraiment la bloquer, parce que sinon elle prendrait 3 pour la bloquer. Et même si elle est assez grosse pour survivre en se défonçant de cartes, côté Idetsugu, Euh... Ah d'accord, il met Phoenix dessus. Ok, j'avoue, j'aurais mis peut-être Phoenix sur la Elia du coup. Parce qu'on a envie que la Nemesis soit bloquée. Ça tuerait la Frog. Mais par contre, la Elia, c'est possible de la tuer en bloquant et en défaussant, sans que la Frog meure. Si j'ai bien compté le nombre de cartes qu'il a en face. Alors que là, au contraire, si on met le vol sur l'Aelia qui grossit en plus, donc il aurait été là, elle est à 4, elle aurait été à 6, et la Némésis, elle aurait été à 3. Si la Frog bloque, donc la Frog aurait pris 3 de dégâts, trigger de la Némésis, elle aurait recollé 3 à la Frog, donc 6, et ça par contre, il a pas assez de cartes en main, ou alors il est obligé de... Mais je crois qu'il a même pas assez de cartes. Il a 5 cartes. Ah si, oui, non, mais il aurait été obligé de se défausser toutes ses cartes, c'est pas... Je pense pas qu'il l'aurait fait, ça vaut le coup. Ok, il décide donc de défausser 3 cartes, et voilà, de bloquer la Elia. Alors qu'il aurait pas vraiment pu le faire contre la Némésis. Ah, c'est dommage, je pense. Après, encore une fois, on rappelle, hein, ils sont en tête filmée.
On n'est pas, du coup, on n'est pas à la première ronde du tournoi. Je sais plus à combien de c'est. Frog. Et du coup, il est obligé d'attaquer avec sa petite frog pour piocher une carte parce que là, il s'est vraiment détruit la main. Il trouve son land. Et je vais Ah, il avait pas land au tour d'avant, ça aussi, ça fait mal. Surtout que c'est un général qui a 5. Ok, côté Yoshimaru, on vient de piocher une Galvanic Discharge, donc on peut coller jusqu'à 3 une créature. On a Flash qui peut coller 3 aussi, donc ça ferait 6. La Frog, elle a 3 marqueurs sur elle, donc c'est une 4, 5. Et il a 3 cartes en main. Donc de 5, il peut passer à 8. Donc la Frog peut survivre s'il s'amuse à essayer de tuer la Frog. Ok, mais on commence par attaquer, il a raison. On voit après ce qui se passe. Donc il attaque pour 5 avec la Némésis. Alors est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il a quelque chose à faire déjà? Le joueur d'Hidetsugu. Non. Et du coup ça joue Flash. déconcentration. Ok, contré par une déconcentration, mais Flash peut revenir du cimetière. Et tu peux y aller. Une carte en main. Il allait refaire des coups. Ouais. Voilà, j'avais coupé, il y avait une grosse phase de réflexion. Allez, ça pioche une carte. Lors du tour 10 joueur du Hidetsugu qui trouve son quatrième land. Et peut-être qu'il aurait préféré un anti-bet à ce niveau-là. Et on pioche, je crois que c'est la petite Talia. Donc petite Talia, on en avait parlé, hein, c'est une carte qui fait assez mal aux joueurs d'Hidetsugu. Après la partie est tellement avancée que je sais pas si à l'instant T elle va faire la différence. Et là, le joueur d'Hidetsugu qui fait quelque chose de très bien, il prend le temps de lire la carte. Qu'ils la connaissent ou qu'ils la connaissent pas, c'est toujours important de relire la carte. Ok, donc il joue un match lance-vif en réponse. Donc elle est toujours pas là, Talia. Et comme ça, il peut relancer depuis le cimetière, droit à la gorge, pour tuer la Némésis. Ok, mais on a toujours un phénix donc sur la table. Et donc ça, pour le coup, c'est très bien joué de la part du joueur de Yoshimaru d'avoir joué avant la phase d'attaque. Parce que du coup, il force l'anti-bet. S'il avait attaqué avec la Némésis avant de poser la Talia, la Némésis aurait donc été engagée. Le joueur d'Hidetsugu aurait tué Némésis et ça aurait complètement nullifié l'attaque puisque le Phoenix aurait pas pu attaquer. Mais là, comme il l'a fait avant, on est bon. Enfin, comme il a joué son sort avant, il a forcé le play du côté d'Hidetsugu. Donc bien joué à lui. Ok, donc pour 2, ensuite il tue le mage lance-vif et il passe le tour. Donc alors la frog, on rappelle, elle peut voler si on exile 3 cartes du cimetière, il les a. Le problème c'est qu'il a 9 points de vie en face, donc ça tue pas. Ok, mais il avait un Orkish Bowmaster, donc il va vouloir tuer la Talia. Il a 2 créatures bloquantes maintenant, 3 rencontrant la frog, mais je pense qu'il va attaquer avec la frog. Ça veut soit dire qu'il veut finir, soit qu'il a pas grand chose en main. Et alors qu'est-ce qu'il pioche? Un terrain. À mon avis, à ce niveau-là, c'est pas ce qu'il voulait. Ok, côté Yoshimaru, on a pioché un Force Gas. Alors techniquement, ça tue parce qu'elles ont le Trample. Ça tue tout rond, mais il faut pas qu'il y ait de réponse côté Hidetsugu.
Ou alors on relance flash du cimetière, ça marche très bien. Je te mets 3. Bah ouais. Il lui colle 3 face, il regagne 3, Phoenix. Ouais. il attaque avec le vol, Ah putain, je pensais que t'avais un compte. et c'est perdu. Si t'avais un compte, j'étais cuit. Et du coup, non, il n'y avait pas de compte côté Hidetsugu, il y avait le sort qu'on a présenté en début de partie, Sorin's Vengeance. Donc bien joué le joueur de Yoshimaru qui gagne la première partie, et on passe à la game 2. Alors vraiment que j'essaie de trouver un système pour le reflet, là, ça me, ça me trigger de fou. Alors, côté Hidetsugu, on a une Force Spike, on a, je vois, 2 lands, j'ai pas le temps de voir plus. Ah, je veux la garder. Vas-y. Elles sont jolies, moi je trouve ces îles. Ah, et on a aussi, je crois, un Mental Misstep, je crois que c'est la carte qu'il a mis juste au-dessus. Très très fort. Ok, côté Yoshimaru, on a une voie de la victoire. On a... ok, donc ça joue Yoshimaru, ça se fait donc bel et bien contrer par un Mental Misstep. Donc je disais, on a une voie de la victoire. Je crois que j'ai vu la créature qui exile un sort à 4 ou moins, qui est une 2/2, et qui fait une illusion quand elle meurt. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et du coup, pour 2, on repère encore un point de vie à cause de mana confiance. Voie de la victoire. Alors, voie de la victoire, on l'avait dit, une carte assez forte dans le match-up. Et du coup, elle est contrée. Ok, vas-y. Ah non, il a pas landé le joueur de d'Hidetsugu, donc c'est pas un land que j'avais vu en 2. Ah, mais t'es resté à la main. Je suis resté dans la main, ouais. Je suis un dingue. Vas-y. Ok, il a trouvé Mystic Century. Mais s'il a gardé cette main, c'est que vraiment il avait une main qui répondait très très bien à l'early game de Yoshimaru, ce qui franchement peut s'entendre. Se dire je vais ralentir dès le début Yoshimaru, rien que ça peut nous faire gagner la partie. Après c'est sûr que c'est très gamble, hein, partir avec un seul land. Nil. Et vas-y. Je perds 1. Ok, pour le moment on a que du land bleu. Et en fin de tour, un nouvel oiseau que je connaissais pas, qui a le flash. Genre de Yoshimaru qui a rajouté pas mal de cartes flash pour justement contre contrôle. Être bien parce que du coup ça permet de proposer 2 plays entre guillemets, c'est-à-dire un à la fin du tour du joueur d'Hidetsugu, là comme il est en train de faire, ou alors un à son tour. Enfin, plus un, pardon, à son tour. Ok, donc visiblement le bird est passé. Alors du coup ça fetch. On a un petit salon élégant. Alors du coup vraiment les lands on voit rien du tout, mais j'imagine que c'est un surveillant. On va voir à ce qu'il fait. Ouais, donc c'est bien ça. Il regarde la carte du dessus. Ok, c'était un land, c'était Shinka, c'est mieux cimetière. J'ai envie de jouer. Yoshimaru. Et il rejoue Yoshimaru. Alors, est-ce qu'il va contrer ça? Et là, il le joue. En vrai, il le joue très très bien parce que s'il a un autre T3 en main, il vaut mieux rebalancer Yoshimaru qui peut-être grossira pas beaucoup. Et voilà, du coup, Yoshimaru se fait contrer. Et du coup, en vrai, il a pas dépensé de carte de sa main, le joueur de Yoshimaru, alors que le joueur d'Hidetsugu, si. Et du coup, il a toujours une 2/2 sur le champ de bataille. Pour le coup, c'est très très bien séquencé de sa part, je pense. Ok, donc l'oiseau a gagné un de patate parce qu'il a posé un terrain. C'est le terrain qui s'anime pour 4 et qui devient une. C'est Tanière du Gobelour. Une 3/2 qui, quand elle attaque, elle fait un gobelin 1. Eh ben, ça va. Engage l'attaquant.
Ok, ça y est, on a trouvé côté Hidetsugu le noir. Ça c'est parfait, il nous manque plus qu'un land pour le général. Alors, à voir s'il décide de jouer son général Vanilla, ou alors s'il décide d'attendre encore un tour pour voir s'il a pas un mana de plus, pour éventuellement répondre. Il a posé un terrain légendaire rouge, je sais plus comment il s'appelle. Côté Yoshimaru. Ok, il va jouer Spider-Woman. Elle a le vol, c'est un peu embêtant, mais ça, je pense pas que ça dérange tant que ça le joueur d'Hidetsugu. Ça fait que les artefacts et les créatures arrivent engagés. Après, je connais pas la main du joueur d'Hidetsugu, hein. S'il a une Vrasse, moi je laisserai passer. Ok, c'est un contre qui le fait piocher, ça le fait creuser. En vrai, pourquoi pas? S'il s'imagine qu'en face il joue plus rien dans le tour et qu'il a besoin de piocher, pourquoi pas? Bon bah du coup, le joueur de Yoshimaru rejoue Spider-Woman et attaque. Alors comme il a land, il attaque à nouveau pour 3 avec l'oiseau. T'as réfléchi? Est-ce qu'il a un anti-bet? Ah, il a un fatal push, il va le jouer visiblement. Oui, voilà, sur l'oiseau, hein. De toute façon, il peut grossir. Il peut aller même jusqu'à 4 dans le même tour si on pose un fetch. Il a raison de s'en débarrasser. Et il trouve son cinquième land. Alors, est-ce qu'on va balancer Iletsugu Vanilla ou est-ce qu'on va attendre un tour? Ok, alors on y va. C'est parti, le premier casse d'Idetsugu qui est donc engagé. On pioche 3. Ah, il a pioché une damnation, une vrasse. Ça, c'est très très bien. Elle va sûrement être gardée. On en remet 2. Ah, c'est peut-être la vrasse, tiens, qu'il a mis au-dessus, je sais pas. J'ai pas eu le temps de voir s'il avait un gros sort pour tuer. Enfin, pour triggerer des Sugu. Ça jardine pas mal, hein, côté Yoshimaru. Ils faisaient sûrement des promos. Ah bah tiens, il y a un Sword to Pusher. Bon bah. Donc exil de d'Idetsugu, donc il fera pas le trigger de mort. Donc là on pourrait se dire le joueur d'Idetsugu il est pas très bien mais il a quand même 22 points de vie. Allez bah justement on attaque avec la tanière du gobelour. Donc elle fait sa petite 1 quand elle attaque. Il colle 6, mais il est toujours à 16 et c'est le T, je sais pas combien, tour 6 ou 7. Donc en vrai il est pas si mal. On a vu nous qu'il avait une damnation en main. Donc on sait déjà que toutes les créatures sur le champ de bataille elles vont disparaître. Enfin elles peuvent en tout cas. Ah oui, s'il trouve son deuxième noir, tiens, je n'y avais pas pensé ça, mais il avait qu'un seul noir. Alors je sais que certains ça les dérange quand il y a. Là on voit 3 îles, les 3 sont différentes. Et bah il avait une autre vrasse, moins 4 à tout le monde. Ça marche très bien. Et moi j'avoue que dans ma Azusa aussi j'ai 1 milliard de landes qui se ressemblent. 1 milliard de forêts pardon qui se ressemblent pas. Comme ça en fonction de l'humeur on fetch selon telle ou telle forêt. Et en fait finalement on va que dans les celles qui ressemblent aux dragons là. Les espèces de
Deuil de dragon. Je les trouve trop belles celles-là. Patanière. Patanière. Oh, patanière. Le jour du Yoshimaru qui décide de pas jouer de sort, il a raison, hein, en face il y a que deux bleus, il y a que deux mana bleus, donc ça représente plus un counter spell qu'un anti-bet. Donc autant attaquer avec son land, ça fait pas dépenser de cartes de la main. Et en plus le land, à chaque fois à la fin du tour, ça redevient un land, donc il est pas touchable par une Vrasse, en rituel en tout cas. Faut vraiment trouver un anti-bet en éphémère. Et voilà, moi je trouve vraiment que c'est vraiment bien ce qu'il fait le joueur d'Idetsugu, c'est-à-dire on le connaît mais on relit quand même, on n'hésite surtout pas à relire. C'est quand même le point faible des joueurs de Magic, hein, c'est de pas savoir lire des cartes. Moi le premier. Ok, en fin de tour on balance encore une créature flash, commando Qatar. Bon alors il n'y a rien à casser mais c'est quand même une 3-1. Donc ça tape plutôt bien. Et côté Idetsugu, on aurait pu relancer Idetsugu mais on l'a pas fait. Donc on a autre chose à faire. Allez, on sacrifie le terrain pour piocher parce que de toute façon on a trop de terrain, littéralement. Et on repose un terrain. Alors celui-là, je vous le dis, c'est Ruine de Ramunap. Pour 4 en l'engageant, on peut le sacrifier et coller 2 à chaque adversaire. Donc c'est un bon finisher. Pas mal de terrain utile, mine de rien, dans ce deck Yoshimaru. Je sais pas si toutes les versions ont joué autant. C'est une bonne idée de pas trop jouer, je trouve en tout cas, de pas trop jouer sur le côté légendaire. Ça fait que Yoshimaru il va certes grossir, mais on joue pas que sur Yoshimaru. Ok, donc il avait bien un droit à la gorge et il tue le terrain qui l'embête depuis tout à l'heure. Mais il va quand même se prendre un 4 de dégâts. Et tour d'après, il pourra à nouveau tuer toutes les bêtes, hein, côté Hidetsugu. Et on fait un coup de château ventresse, donc on regarde 2 en payant 4 à la fin du tour de Yoshimaru. Comme ça on va... j'allais dire on sort ce qu'on pioche, mais non, il met les deux en dessous de la bibliothèque. Ok, je pensais qu'il allait relancer Hidetsugu, mais non. Il a trouvé un des sorts qui justement tue, donc sacrifier 6 créatures. Enfin, chaque joueur sacrifie 6 créatures. Et le joueur d'Hidetsugu va créer 6 zombies de 2 qui arriveront engagés. Moi qui suis un grand fan de zombies, je valide totalement cette carte. Donc ça, c'est clairement le genre de carte qu'il a envie de lancer sur le trigger de mort d'Hidetsugu, hein. On n'a jamais envie de la payer, cette carte. Oh là là, non mais côté Yoshimaru, il fait piocher que des landes, vraiment. Ok, je joue Yoshimaru. Il aurait pu jouer du coup la Skyclave, je me souviens enfin du nom de la carte, qui aurait tué un des zombies. Et comme c'est un token, quand elle meurt, la Skyclave, on n'aurait pas eu besoin enfin, on aurait créé une 0-0 du coup. Illusion côté Detsugu, qui serait mort instantanément. Donc il a 10 points de vie, le joueur de Yoshimaru. Normalement ça tue pour le moment. Ok, mais on tue avec une Galvanic Discharge un des zombies. Ça fait toujours 10. Ok, on bloque. Donc il prend que 8.
Il finit à 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on a intérêt à faire de la grande magie côté Yoshimaru. Et là, en main, il a rien, hein. Qu'est-ce qu'il pourrait tuer là? Un, 2. Excuse-moi. Non, il a un de ses landes qu'il peut pas activer. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Il pourrait forcer un Lingas. C'est la seule carte qui le sauve. Sauf si du coup il pose une créature côté Itetsugu. Donc là même forcer un Lingas ça le sauve pas. Parallax 1, 2, 3, 4 ça ne le sauve pas sauf s'il a un land en main. On va voir. Alors est-ce qu'il a du talent? Non. Non, il avait vraiment trop de land en main, c'est terrible. Tu viens de piocher Saga, c'est ça? Oh là là, c'est un truc de malade. Ok, bon ça s'est bien battu des deux côtés. Le Jordi Detsugu qui a quand même gardé une main risquée à un seul land, mais ça a payé, il avait de quoi gérer le début. Donc bien joué à lui, il a gagné la game 2, et on passe à la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, l'arbre, tranquille. Ok, ça joue, on y va. Alors, côté Yoshimaru, on a une Prismatic Vista, une Gemstone, on a le Spider-Man qui a le Flash. Alors, j'ai fait une coupure, elle est pas très belle, mais me semble-t-il qu'ils avaient réfléchi vraiment très très longtemps à garder leur main. Et un classique T1 Yoshimaru. Alors est-ce qu'il va rester ce Yoshimaru? Visiblement oui. On joue un Surveilland côté Hidetsugu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va que je laisse le bruit de fond. J'aime bien le laisser pour pas qu'on entende rien du tout. Mais si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok, donc on veut pas land le land légendaire. Il doit supposer que Yoshimaru va mourir s'il a pas envie de le land, ou alors il a besoin d'un mana rouge. Il avait besoin d'un mana rouge, ok. Arabella. C'est pas mal comme créature, surtout quand déjà juste en attaquant on colle des dégâts. Et si on relance plusieurs fois Yoshimaru, il aura pas grossi. Il aura peut-être qu'un ou deux marqueurs. Mais bon, il suffit il faut qu'il ait qu'un seul marqueur. Et Yoshimaru trigger Arabella. Ah, on a retrouvé la frog. Alors pour le moment, la frog ça bloque plutôt pas mal. Alors Yoshimaru qui a pioché un Minastirit. Donc Yoshimaru qui passait 3-3. On a une Galvanic Discharge je crois. Alors on va essayer de tuer la frog. D'ailleurs je me pose une question sur Galvanic Discharge. On lance le sort. On doit choisir une cible, mais est-ce que c'est comme démonique consultation? Genre on lance le sort, on dit rien, et c'est qu'à la résolution qu'on choisit une cible et combien on veut lui mettre. S'il y en a qui savent, ça m'intéresse. Ok, bon dans tous les cas, la frog a 4 d'endurance mais a pris 3 de dégâts, donc elle a plus qu'un. Et trigger Arabella, je voulais réafficher quand elle attaque. On compte le nombre de créatures qui ont une force de 2 ou moins. Et on colle autant à un adversaire. Et on gagne autant. Donc là, il y a Carabella. Ok, on bloque pas avec la frog, sinon elle serait morte. Ou alors on aurait dû défausser encore une carte. Mais il a déjà défaussé 2 cartes, ça fait beaucoup. Ah, s'il a un land des toxiques déluge, ce serait incroyable. Ah bah tiens, l'Azotep Cory.
qui permettra de sacrifier une créature au besoin, notamment une Detsugu. Je vais vouloir jouer en Ok, non, il dit fin de tour. Et on rejoue l'oiseau de tout à l'heure. Vraiment, les créatures flash contre contrôle, c'est vraiment fort. Parce que là, il est obligé de tail zen durant son tour, le joueur d'Idetsugu. Et donc là, le joueur de Yoshimaru, il a un peu le champ libre. Bon, il a quand même une froc qui est grosse en face, mais Yoshimaru, il est pas petit pour autant. Hein. Carnogène Trigger. euh, Donc côté Yoshimaru, j'avoue, je vois mieux sa main. Il a 2 landes et il a le Spider-Man là qui se joue en flash. Ok, bon, bah ça attaque. Trigger d'attaque avec Arabella, on colle 1, on gagne 1. Alors, est-ce qu'il va bloquer Yoshimaru ou Arabella avec sa frog? Parce que là, franchement, il faut bloquer. Hein. Là, il pourrait bloquer Yoshimaru en défaussant une carte de plus. Ok, donc il choisit Arabella. Donc il s'estime encore assez safe en point de vie, même s'il va en perdre 4. tu prends 4. Voilà, 4 de plus. On est à 8 points de vie. On a toujours une frog sur le board, ça c'est pas mal du tout. Je peux y aller. C'est à 19, c'est génial. J'ai payé un bleu. Ouais. Contemplation. Ouais. Ok, contemplation. Alors, j'ai vu prédestination, je crois que j'ai vu brainstorm. C'est ça, et un land. Alors, est-ce qu'il va garder ça? Ok, il a pas mélangé, donc il a gardé, il va piocher. Il a pioché le land. Donc il en avait pas en main. Et alors là, est-ce qu'on attaque avec la grenouille ou non? Alors sachant que Spider-Man, ça donne l'indestructible et l'ex-proof à ses créatures en la sacrifiant. Côté Yoshimaru, il faut surtout pas la jouer. S'il attaque avec la frog. Ah bah voilà, il a pas attaqué avec la frog. Mais même là, j'avoue que j'aurais juste pas joué. On a un Yoshimaru qui est juste plus gros que la frog. Et on pouvait jouer en réponse. Je pense il fallait pas le jouer. Parce que s'il a un contre en face, on n'est pas bien. La frog est juste plus grosse et plus forte qu'un Yoshimaru. Il n'a pas de terrain légendaire, donc Yoshimaru aurait pu ne pas grossir plus que ça. Mais bon, c'est passé, donc rien à dire. Je vais donner le vol à Spider-Man. Et on donne le vol à Spider-Man. Ok, après la frog, elle peut voler aussi, mais... Oui, mais il va bloquer de toute façon à Yoshimaru. Tu as bloqué. Logique, il est 5-5, on passerait à 3 si on faisait l'inverse. Symbolique. Donc non, on prend que les dégâts de Spider-Man. Et visiblement, on n'a pas d'anti-bet. Je perds 1. Je vais vouloir jouer Pyrogoy. Et ça pose un Pyrogoyf. Alors, est-ce qu'il y a les 5 nécessaires ou pas? Est-ce que déjà il passe? Non, c'est pas là. Mais si Spider-Man est passé tout à l'heure, à mon avis, c'est que le joueur d'Idetsugu il a pas de contre. Ouais, en plus ils sont en train de compter. Tu l'aurais perdu ton mana de toute façon. Du coup, instant rituel, créature, artefact 5. Il y a Arabella au cimetière, donc il y a déjà 2 types. Ouais, bon, c'est que c'est bon. Donc Pyrogoyf qui viendra conclure cette partie. Bon, bah bien joué au joueur de Yoshimaru, donc on aura vu qu'une seule carte bleue, je crois, qui aurait pu d'ailleurs être jouée même
sans avoir de terrain bleu, ce qui a été le cas. Donc on n'a pas vu de terrain bleu, donc clairement il a décidé de ne pas vraiment jouer Jeskai, il a plutôt joué Boros son deck, et c'est plutôt bien passé. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, surtout lâcher un commentaire, ça aide vraiment beaucoup pour la visibilité. Ciao ciao.